On va voir maintenant la proposition 16 qui est extrêmement importante. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette proposition est valable pour des séries à termes positifs ou, à minima, des séries dont les termes sont positifs à partir d'un certain rang. On a vu que la nature de la série ne serait pas changée par ce qu'il se passe pour ces premiers termes. Donc, c'est cohérent que cette proposition soit encore valable quand le terme général est seulement positif à partir d'un certain rang. En revanche, il faut impérativement que le signe soit positif ou à minima constant à partir d'un certain rang, sinon tout ce qui suit est faux. Alors, le premier point dit la chose suivante. On suppose que UN est un petit taux de Vn, ce qui signifie que la limite de UN sur Vn vaut 0. Le premier point dit deux choses. D'abord, si Vn est le terme général d'une série qui converge, on va pouvoir en déduire que la série de termes général UN converge. Si on a toujours UN égale à petit taux de Vn et que c'est UN qui est le terme général d'une série divergente, on va pouvoir en déduire que la série de termes général Vn diverge. Alors on remarque ici, je vous ai mis, si ce premier point, donc UN égale petit taux de Vn, et on suppose que UN diverge, on peut le réécrire en disant ici, dire que la limite de UN sur Vn est nulle, dans la mesure où on a des séries à termes positifs, c'est équivalent à dire que la limite de Vn sur Un est égale à plus l'infini. Donc on peut réécrire ce deuxième point en disant, si la limite de Vn sur Un vaut plus l'infini et que somme des Un diverge, alors somme des Vn va diverger. Le deuxième point qui est très naturel, c'est de dire que si UN et Vn sont équivalents, alors les séries seront de même nature, autrement dit, la série de termes général UN va converger si et seulement si la série de termes général Vn converge. Alors, on va voir tout de suite des exemples. D'abord, je prends la série de termes général 1 sur n carré racine de n. 1 sur n carré racine de n est un petit taux de 1 sur n carré, et 1 sur n carré, c'est le terme général d'une série convergente, comme on l'a vu précédemment. On en déduit que la série de termes général 1 sur n carré racine de n est convergente. Ici, les deux termes généraux sont positifs, donc j'ai bien le droit d'appliquer la proposition 16. Deuxième exemple, je veux déterminer la nature de la série de termes général 1 sur racine de n. Je vais dire que 1 sur n est un petit taux de 1 sur racine de n, et 1 sur n est cette fois-ci le terme général d'une série divergente. J'en déduis donc que 1 sur racine de n est le terme général d'une série divergente. Donc je suis toujours à un exemple de ce UN est un petit taux de Vn. Je vous ai fait un exemple où on peut conclure sur la convergence, un exemple où on peut conclure sur la divergence. Attention ici, ici c'est la série, le terme général de la série dont je cherche la nature, qui est un petit taux d'une série convergente. Ici c'est petit taux de la série dont je cherche la nature, du terme général de la série dont je cherche la nature, pardon, qui est égal à une série que je sais, au terme général d'une série que je sais être divergente. Alors, voyons maintenant sur les équivalents. Je prends par exemple la série de termes général exponentielle 1 sur n carré moins 1. Elle est à terme positif. Exponentielle 1 sur n carré moins 1 est équivalent à 1 sur n carré puisque 1 sur n carré tend vers 0. Et donc, j'en déduis que la série de termes général exponentielle 1 sur n carré moins 1 converge toujours en utilisant la convergence de la série de termes général 1 sur n carré. Alors maintenant, je vous donne la série de termes général cosinus 1 sur n moins 1. Votre premier réflexe, ça doit être de dire que la série n'est pas à terme général positif. Pourtant, on va quand même pouvoir appliquer le théorème précédent, la proposition 16, parce que cette série est de signe constant. Et donc, si elle est de signe constant, son opposé, à savoir 1 moins cosinus 1 sur n, va être une série à laquelle je vais pouvoir appliquer la proposition 16. Donc, théoriquement, je vous ai mis le détail, on doit considérer l'opposé de ce terme général, dire qu'il est positif, dire que 1 moins cosinus 1 sur n est équivalent à 1 sur 2n carré. 1 sur 2n carré est le terme général d'une série convergente, donc la série de termes général 1 moins cosinus 1 sur n converge, et donc son opposé, à savoir la série de termes général cosinus 1 sur n moins 1, va être également une série convergente. En pratique, on vous fera grâce de tous ces détails, il suffira que vous mentionnez, et par contre ça c'est impératif, que la série est de signe constant. Donc vous me dites,
La série est de signe constant, vous pouvez même me dire qu'elle est tout le temps négative. Elle est équivalente au terme général d'une série convergente, donc elle va être convergente. Alors, on corse un peu les choses. On prend la série de terme général ln de 1 plus 1 sur n moins cosinus 1 sur n plus exponentielle 1 sur n. On va commencer par chercher un équivalent du terme général. Pour cela, on va faire un développement limité à l'ordre 2 de notre terme général. Donc 1 sur n tend vers 0, donc je vais pouvoir appliquer le dl en 0 de ln de 1 plus x, cos x et exponentielle x. On y va gaiement. Ln de 1 plus 1 sur n, ça va être 1 plus 1 sur n plus 1 sur 2n carré plus un petit o de 1 sur n carré, moins le dl à l'ordre 2 de cosinus, c'est-à-dire 1 moins 1 demi de 1 sur n carré plus petit o de 1 sur n carré, plus le dl d'exponentielle 1 plus 1 sur n plus 1 sur 2n carré plus petit o de 1 sur n carré. Les 1 vont se simplifier, les 1 sur n vont aussi se simplifier, et je vais me retrouver donc avec... Voilà, il y avait une erreur, ça a été corrigé. Donc ensuite, les 1 sur 2n carré plus 1 sur 2n carré plus 1 sur 2n carré, ça nous fait 3 demi de n carré. Plus petit o de 1 sur n carré. Alors maintenant qu'on a trouvé notre équivalent de notre terme général, donc un est équivalent à 3 sur 2n carré, ça c'est le terme général d'une série convergente. Problème, on ne sait pas si un est une série à terme positif. Donc on ne sait pas si on peut appliquer la proposition 16. Alors, est-ce que un est une série à terme positif? C'est pas certain. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'elle va l'être à partir d'un certain rang, et donc que l'on pourra appliquer la proposition 16. Alors pourquoi est-on certain que un va forcément être positive à partir d'un certain rang? Eh bien, ça vient du fait qu'elle est équivalente à quelque chose de positif. Alors, si vous voulez vous en convaincre, on peut dire par exemple que donc un divisé par ceci là tend vers 1, c'est la traduction du fait que c'est équivalent. Si le quotient tend vers 1, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, le quotient est compris entre, mettons, 1 demi et 3 demi. Autrement dit, à partir d'un certain rang, un va être plus grand que 1 demi de son équivalent, c'est-à-dire 3 sur 4 n carré. Et 3 sur 4 n carré, c'est une quantité qui est positive. Donc je sais qu'à partir d'un certain rang, un va être positive, elle est équivalente au terme général d'une série convergente, j'en déduis qu'elle est convergente. Donc ce que je viens de montrer, c'est que si un est équivalente au terme positif d'une série convergente, j'ai écrit des bêtises là. Ah non, pardon. Autant pour moi, donc non, j'ai pas écrit de bêtises. Si un est équivalente au terme positif d'une série dont on connaît la nature, donc ici elle est convergente, alors la série somme des un va être de même nature, donc ici elle va être convergente. Autrement dit, la proposition 16 qui insiste sur le fait que les deux séries doivent être à terme positif, en réalité, si j'en ai une des deux qui est positive et que les termes généraux sont équivalents, ça va forcément impliquer que la deuxième, à partir d'un certain rang, sera positive, ce qui me permettra d'appliquer la proposition 16. Alors normalement, avec cet exemple-là et l'exemple qui précède où on a dit finalement si c'est négatif, c'est pas grave puisqu'il suffit de prendre l'opposé, vous devez vous demander quand est-ce que je ne peux pas utiliser cette proposition 16. C'est légitime, évidemment. Donc la réponse est, eh bien, quand on n'est pas équivalent à quelque chose de positif ou bien équivalent à quelque chose de négatif. Autrement dit, on ne pourra pas appliquer cette proposition 16 lorsqu'on se retrouve avec un équivalent qui n'est pas de signe constant. Donc dans le TD, je vous ai fait étudier la série de termes généraux, ceci là. Vous trouvez un équivalent de ce terme général qui n'est pas de signe constant, qui est de signe variable, et vous allez montrer que la nature de cette série et de son équivalent sont différentes. Donc je vous invite à aller regarder le TD, enfin attendez peut-être un peu qu'on ait avancé pour être capable de comprendre l'exercice du TD. Je vous ai fait un récapitulatif ici dans le corollaire 17 de ce que j'ai montré dans les exemples qui précèdent. Si un et vn sont équivalentes et que vn est de signe constant, alors les séries de termes généraux un et vn sont de même nature. C'est ce que j'ai montré dans ce qui précède. Si un est équivalent à vn et que vn est positive, alors à partir d'un certain rang, un sera positive et donc on pourra appliquer la proposition 16.
Si UN est équivalent à Vn et que Vn est négative, alors à partir d'un certain rang, Vn sera négative et on peut appliquer la proposition 16 aux opposés de UN et Vn et donc en déduire que UN et Vn sont les termes généraux de séries de même nature. Attention, je vous remets ça, c'est extrêmement important. Si vous trouvez un équivalent dont le signe n'est pas constant, vous ne pouvez absolument rien conclure sur la nature de la série. Alors, maintenant qu'on sait que si on trouve un équivalent qui est de signe constant, on va réussir à connaître la nature d'une série, on a envie d'avoir davantage de séries qui nous permettent de servir de référence. Et celles qui vont nous servir très souvent de référence, ce sont les séries de Riemann, qui sont de la forme 1 sur n puissance alpha avec alpha réel. Le théorème 18 vous dit exactement dans quel cas une telle série va converger. Elle va converger si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Donc si on a somme des 1 sur n alpha avec alpha strictement supérieur à 1, la série va converger. Si on a somme des 1 sur n alpha avec alpha inférieur ou égal à 1, la série va diverger. Alors si vous vous raccrochez aux exemples qu'on connaissait déjà, alpha égale 1 c'est la série harmonique, on savait déjà qu'elle divergeait. Alpha égale 2 c'est la série somme des 1 sur n carré, et celle-là on avait déjà vu qu'elle convergeait. Pour prouver ce théorème, on va faire ce qu'on appelle une comparaison série intégrale, on a déjà fait ce genre de raisonnement. On va encadrer donc entre des intégrales. Donc ici, je suppose que j'ai tracé la courbe de la fonction qui à x associe 1 sur x puissance alpha, elle est décroissante, et je vais encadrer l'intégrale ici entre k et k plus 1. Je vois que l'intégrale entre k et k plus 1 de ma fonction, elle est plus grande que ce petit rectangle-là. Ce rectangle-là a comme largeur 1 et comme hauteur f de k plus 1, c'est-à-dire 1 sur k plus 1 puissance alpha. Il manque un alpha ici. De la même façon, l'intégrale est plus petite que ce rectangle-là, qui a comme largeur toujours 1 et comme hauteur f de k, c'est-à-dire 1 sur k puissance alpha. Je me retrouve donc avec, j'ai fait directement, mais ici sinon, le fait qu'elle soit décroissante, on va avoir cet encadrement-là, puis quand on passe à l'intégrale, on va avoir donc l'intégrale qui est comprise entre ça, c'est mon rectangle rouge, et ça, c'est l'aire de mon rectangle bleu. Si vous préférez, vous pouvez, je l'ai fait ici de manière analytique, c'est-à-dire en disant que comme elle était décroissante, 1 sur t alpha est coincé entre ces deux réels. Par croissance de l'intégrale, je me retrouve donc avec mon intégrale qui est plus petite que, qui est comprise entre ces deux intégrales. Et donc, on se retrouve